et messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un présumé kidnappeur a été abattu ce jeudi par la police qui a déjoué une tentative de kidnapping à La Lune. Plusieurs armes à feu ont été également saisies par les forces de l'ordre. Le groupe de travail sur la sécurité, GTS, invite la population à être plus vigilante face à la remontée des cas d'enlèvement ces derniers jours. Le GTS croit qu'il revient à la société civile de prendre son destin en main. Célébration de la Journée mondiale de la santé ce jeudi 7 avril autour du thème « Notre planète, notre santé ». De nombreuses activités ont été organisées par le ministre de la Santé publique pour marquer cette date. Une tentative de kidnapping a été déjouée ce jeudi par la police nationale. Les faits se sont produits en milieu de journée à Lalu, zone CRIS 3. Un des présumés kidnappeurs a été tué par balle alors que ses complices ont eu le temps de s'échapper. Plusieurs armes à feu ont été également saisies par les agents de la PNH. Il faut souligner que c'est la troisième tentative déjouée par la police en moins d'un mois. Deux psychologues préconisent un accompagnement psychologique et un bilan médical systématique pour les victimes de kidnapping. Invité ce jeudi à la rubrique Le Point, Pascal Néry-Jean-Charles, président de l'Association haïtienne de psychologie, et Jeff Matterson-Cadichon ont proposé une approche qui privilégierait les familles afin d'éviter que les victimes soient stigmatisées et que la violence augmente autour d'elles. Dans le cas kidnapping, nous sommes survivants lui-même, mais il faut nous tout l'autre monde qui est autour survivant, qui est même tous vivant trauma. Parce que selon le témoignage que j'ai dans certains cas kidnapping, l'heure les gens qui pour payer, ils comptent dire balle cap tiré. Par exemple, il y a un monde qui t'a dit il a kidnappé en famille et pendant la négociation, il t'a dit balle cap tiré dans le téléphone et puis même il peut te crier derrière le téléphone là parce que ils ont utilisé une méthode de pression. Ça, comme si ils ont fait une pression, mais pression que famille qui l'a à vivre là, est aussi fort que survivant qui n'a main et kidnappeur. Donc faut pas oublier famille, faut changer famille et qui supporte les gens. Maintenant monde lui-même là, alors le monde sorti dans ça, il y a un pilote démarche que par exemple capable la police et dans toute démarche ça yo qu'on fait une revictimisation. Yo qu'on fait mon sentir plus mal encore. Par exemple, si yo t'a prend mon dans zone et pas plus de choses, pas dans zone comme ça. Donc yo commandé mon pour sortir faire dans zone ça. Pourtant dans zone ça, gon vie dans zone ça, capable gain famille dans zone là, capable gain et c'est pas des questions pour poser au monde parce que c'est pas vous-même, pas un monde, pas culpabiliser. Pas un monde qui t'a même été en position pour ta faire un acte violent et avec agression sur lui-même. Pas un monde qui t'a ajouté ça. Donc, il faut vraiment éviter tout type de discours qui est capable de culpabiliser les gens. Ça, c'est tout pour tout le monde qui a aux alentours policiers, tout le monde qui a aux alentours. Monde ça tout, il est extrêmement important. Et parce que parfois, il y a des gens qui sont capables de sortir d'un événement comme ça, ou capables apparemment paraître fort. Donc, je change un monsieur qui était fort après un événement comme ça, il a marché. Ouais, c'est une dynamique. Mais là, j'observe, il y a une dynamique qui est exagérée. C'est-à-dire qu'ils ont été de maniaque, comme si anti-genre et maniaque. Il est trop actif. Il est une plus dynamique que j'ai été. Ça, c'est un signe tout qui apparemment capable de dire monsieur ça galère il pas grand chose mais fils ça pas grand chose mais pourtant c'est un mécanisme de défense que l'utiliser pour capable camoufler ba donc une fille qui victime première démarche là après tout ça c'est à un psychologue ça c'est bon comme nous c'est psychologue on t'a toujours dit ça donc faut aller un psychologue s'il pour capable déplacer pour aller psychologue là parce que l'homme
selon si viol n'a accompagné d'un acte de kidnapping, on est capable de sortir. Il est capable de sortir parce que c'est capable de sortir. Donc à ce moment-là, il a toujours faire recours à la ligne. Mais c'est extrêmement important pour que une première démarche, c'est un accompagnement psychologique. Une démarche qui est fondamentale, tout c'est suivi médical là, surtout si on a subi viol. Donc, une évaluation médicale, il y a des traitements pour faire pour ne pas attraper infection sexuellement transmissible. Donc, pour faire un bilan médical complet pour lui. Et puis, il faut vraiment éviter la surexposition médiatique. Donc, parce qu'en pile fois, moi, ça dans des cas qui connus, et il y a besoin pour nous avoir une interview tout de suite. Donc, moi, je connais que les médias ont besoin de ce couple-là, mais et ça peut faire plus de mal que de bien. Ça va être le stress négatif, donc où on va être pour évoquer d'autres signes, par exemple. Donc, on va avoir de la difficulté à se concentrer. Donc, ça peut affecter notre qualité de sommeil, ça peut affecter notre sexualité, ça peut affecter notre rendement au travail et la nervosité, ça peut affecter les relations interpersonnelles. Donc, et c'est ça. Et même sur le plan somatique, il va y avoir des signes, c'est-à-dire des tremblements, bouffées de chaleur. Donc, il y a des gens qui sont dans un espace qui est assez bien climatisé et qui sont en sueur totalement. Donc, on a comme l'impression qu'on imagine les pires scénarios possibles. C'est-à-dire, quand on pense à l'avenir, on voit déjà le pire. Donc, on a peur de mourir. Par exemple, si on va sortir de chez soi, on se dit peut-être que je vais me faire kidnapper et que ça va se passer comme ça. Donc, du coup, il y a cette forme d'appréhension. Et ce sont ces images-là, donc ces mises en situation déjà, qu'on a anticipées, et ça va nous affecter. La Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau, l'IFER, dénonce le phénomène de l'insécurité, notamment le kidnapping, qui prend de l'ampleur en Haïti ces derniers jours. Lors d'une cérémonie de présentation et de validation des résolutions du dialogue interfemmes sur le droit à la sécurité et le droit à la vie ce mercredi, cette structure encourage les autorités à faire de la lutte contre les gangs l'une de ses priorités. Suivez les explications de Pedrika Saint-Jean. Jodi an nous valider document ça pour tout le monde qui connaît au niveau national et international que femmes yo pas traité en silence dans crise insécurité que n'a vivre depuis quelque temps dans le pays hein, yo été sorti dans silence pour yo marcher, pour yo parler, pour yo proposer et yo pral continuer parce que nous mêmes femmes nous pral joindre tout l'autre secteur dans la vie nationale là pour yo impliquer yo dans processus et qui pral permettre que nous bon pays en sécurité parce que insécurité a été graduellement nous conscients tout que c'est graduellement que li pral. Activité de présentation et de validation ça nous pral trouver tout l'autre secteur yo pour nous demander de faire proposition par yo et dans une 2 mois, nous allons présenter un document qui est beaucoup plus large, qui a gagné proposition tout secteur dans la vie nationale, là, monde qui des experts en sécurité, mais nous allons prendre tout le monde, nous allons joindre tout le monde de quoi pour nous porter autorité concernée pour nous pays pour nous vivre en sécurité parce que nous pas un pays de rechange, c'est eux même que nous te voté ou bien nous te nommé pour yote ba nous un pays côté pour nous vivre et bien comme nous bagarre en dégraba nous prenons responsabilité nous prenons courage nous en main pour nous faire proposition de résolution ça à travers un document que nous titré droit à la sécurité droit à la vie pour nous porter le bail mais tout pour nous continuer avec une campagne de sensibilisation et d'éducation pour nous porter chaque citoyen c'est chaque monde qui prend responsabilité dans poser bataille contre l'insécurité parce que nous vivons dans un pays, une société qui si reste des fois nous pas parler et bien nous allons porter tout le monde parler et conscientiser tout le monde qui simuler l'intérieur pour connaître ses frères et sœurs haïtiennes que nous y faut que nous mettons ensemble pour nous capables de vivre dans le pays ça nous pas gagner l'autre. La situation sécuritaire en Haïti ne cesse de s'aggraver, semble-t-il, même si depuis quelque temps, on constate que la police nationale marque quelques points. Cependant,
tous les jours, il y a encore des tentatives d'assassinat ou de kidnapping, et c'est le sujet favori de la totalité de nos politiciens qui ne cessent de répéter qu'il faut absolument s'attaquer, il faut rétablir la sécurité pour qu'il y ait, pour que la vie reprenne, etc. C'est sans doute vrai. Pour parler de cette situation, nous avons avec nous aujourd'hui M. Ashley Lara, qui est membre du groupe de travail sur la sécurité, précisément, et qui va peut-être nous faire le point sur la situation et nous dire quelles sont les propositions qu'ils ont pu trouver. Bonsoir Ashley Lara, bienvenue sur Métro News. Bonsoir Serge, bonsoir aux auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole. Bon, aujourd'hui encore, pendant que je venais à Métropole, vers 3 heures, sur les radios, il y avait une tentative de kidnapping dans la zone de Cris 3 qui a échoué. Le kidnappé, entre guillemets, a réussi à s'échapper et une patrouille de la TNH a abattu un des suspects qui essayait de faire le kidnapping. Alors, où est-ce qu'on en est de cette situation, Ashley? La situation, il faut bien admettre que la situation est arrivée à ce stade parce que c'est un cumul de mauvaises décisions de plusieurs gouvernances qui se sont succédées. Absolument. Et non, reprendre la situation et la corriger ne peut pas être l'effet d'une seule mesure. Ça doit être aussi un cumul, une batterie de mesures que nous devons prendre dans différents domaines pour pouvoir rétablir la situation sécuritaire. Donc, il n'y a pas une solution, mais il y a plusieurs solutions à adopter. Ou un ensemble de solutions qu'il faudrait mettre sur pied. Mais allons dire que c'est vrai que la population, et nous personnellement du GTS, nous ne comprenons pas le laxisme des responsables du gouvernement face à cette situation-là. Ça veut dire que nous avons peut-être tort, mais nous estimons que certaines mesures très urgentes auraient dû être prises et malheureusement, on n'en voit aucune. Telles que? Il y a eu beaucoup de dénonciations faites par des membres de gangs eux-mêmes sur des individus qui sont censés, des personnalités qui sont censées être impliquées dans le trafic des armes, par exemple. Bon, voilà. Nous n'avons constaté aucune arrestation, ni même aucune interpellation de ces individus. Absolument. C'est vrai que la déclaration de ces chefs de gang peut ne pas être vraie, mais au moins il y aurait eu des interpellations, des explications à donner. Pourquoi? Parce que, comme on dit en Haïti, pas bien la fumée sans du feu. Donc, si quelqu'un a été indexé, ça veut dire qu'il y a quand même un certain rapport. Donc, il devrait pouvoir donner une explication. Nous n'avons noté, jusqu'à présent, aucune arrestation de ce genre. Donc, ça veut dire que, du côté de la justice, le ministère ne fait pas son travail. Ce secteur ne marche pas chez le gouvernement. On se demande pourquoi. Les activités d'insécurité foncière continuent de plus belle. Il paraît que les gangs ont offert un terroir propice à ces autres gangs qui sont spécialisés dans les vols de propriété ou les extorsions de biens ou des choses comme ça. Donc c'est déjà une insécurité qui n'est pas, qui n'est pas adressée par le gouvernement lui-même. Et ensuite, si un gouvernement, des responsables, je dis des responsables sur l'azimut, veulent prendre, ou bien décident de prendre des mesures, il faudrait au moins que la population sache. Je ne dis pas quelles sont exactement les mesures qu'ils vont prendre, mais qu'ils aient un délai d'exécution. Ça veut dire que je comprendrais qu'on me dise, écoutez, dans 2 mois, nous allons résoudre le problème, ou bien ça va prendre 2 ou 3 mois avant de résoudre le problème de Martissa. Nous demandons à la population de patienter encore 2 mois et de collaborer pendant ces 2 mois-là. On préfère utiliser la formule « prendre toutes les dispositions nécessaires pour », et puis rien va fait. Bon. Mais, Ashley Larac, une chose est évidente, c'est que ces petits gangsters, pour la plupart, sont des malheureux. Ou, en tous les cas, ils étaient des malheureux. Ils n'avaient donc pas la possibilité matérielle d'acheter ces armes de guerre qui coûtent très cher.
La conclusion évidente, c'est que ces armes leur sont fournies. Ces armes rentrent clandestinement sur le territoire. Est-ce que, avant de s'attaquer à la question de la sécurité proprement dite, il ne faudrait pas résoudre la question de l'origine de ces armes et de ceux qui financent ces gangs? Ça ne doit quand même pas être très compliqué. Et je suis sûr que dans les sphères gouvernementales, on les connaît, ceux qui importent les armes. On sait par où les armes passent. Très certainement. Même celui qui demande à ce qu'on enlève son conteneur, qu'on libère le conteneur d'importation sans qu'il ne paye de taxes, on le connaît. Voilà. Et bon, c'est évident. C'est pour ça que je dis que personne n'a été arrêté. Mais ces jeunes, en parlant de ces jeunes des gangs, oui, ils n'étaient pas. C'était des pauvres gens, c'était ils font partie du secteur de la population qui est ignoré. Au départ, c'est des victimes. Cette indifférence de la société, et je ne cesse de dire ça, cette indifférence de la société est responsable de la fragilité de ces jeunes qui sont exploités et instrumentalisés par des gens mafieux. Le trafic de la drogue, on n'en parle plus depuis belle lurette. C'est comme si ça n'existait plus en Haïti. Hélas. Alors que nous savons qu'avec la présence des gangs, justement, ça s'est amplifié. D'ailleurs, l'un des trafiquants connus, Eli Aubert, dit Easy One, qui avait été arrêté en 2 fois pour le trafic de drogue, a été encore récemment arrêté pour le même problème. Même motif. Rien. Donc ça veut dire que le trafic des armes se présente exactement comme le trafic de la drogue. On donne une boulette de crack à un jeune, et ensuite on lui dit, bon, écoute, si tu en veux encore, tu dois aller le chercher dans les poches de ce monsieur. Voilà. Le trafic des armes, c'est pareil. Je vous donne une arme, donc vous devez m'acheter les munitions. Moi, quand j'avais le pet shop avant, je faisais cadeau des oiseaux pour qu'on m'achète la nourriture des oiseaux. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on génère un commerce. Donc c'est évident que ce calcul est effectué, est fait par les trafiquants d'armes aussi. Ils vous fournissent une arme qui coûte $1000 pour que vous lui achetiez $10 000 de munitions. Exactement. Donc il y a le trafic de la drogue, le trafic des armes maintenant qui est devenu un trafic lucratif, le trafic des munitions alors, qui est devenu très lucratif, et puis celui d'une mafia qui ne fait que de la contrebande. Les trafiquants, enfin les spoliateurs utilisent ces gangs-là aussi. Donc, les gangs représentent un instrument idéal pour toute cette panoplie de mafieux. Que ce soit pour la drogue, le trafic des armes, les vols de propriété et la contrebande de marchandises. Mais dans le cas des spoliateurs, le cas est encore plus grave. Parce que souvent, ces spoliateurs se font accompagner par des juges de paix et par la police, c'est-à-dire des autorités en place. Écoutez, nous avons le cas précis où un juge siégeant au CAI avait agressé, lors de la présidence de Jovenel Moïse, avait agressé à Pétionville, M. Benoît, Qui est passé sur toutes les télévisions, bien et sûr. ce juge siégeant au CAI, donc non habilité à une exécution de dossier à Port-au-Prince, voire à Pétionville, n'a jamais été inquiété. Il est probablement à son poste jusqu'à aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut faire confiance à un gouvernement qui, face à ces cas qui sont connus, il y a des preuves évidentes, ne fait rien? Bon, est-ce qu'il faut en conclure, Ashley Larac, qu'il y a une forme de complicité entre les autorités et tous ces différents trafics? Bon, je l'ai entendu dire par le colonel Rébu récemment à la télévision. Et j'allais vous poser une question concernant justement le colonel Rébu qui, sur Métropole, il y a quelques jours, disait que, à son avis, ni la PNH ni les forces armées d'Haïti ne sont en mesure de lutter contre les gangs. Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, je pense que la PNH a suffisamment d'agents sains qui peuvent être recrutés pour une task force et pour avoir la mission spécifique
de se battre contre les gangs. Est-ce qu'ils ont les armes? Est-ce qu'ils ont... Ils ont le matériel nécessaire. Écoutez, le colonel Rébu a souvent parlé, enfin je lui donne raison sur beaucoup de points, mais il a omis une chose. Jean-Jacques Dessalines a gagné la guerre de l'indépendance, mais personne ne peut prétendre qu'avec une armée d'esclaves, donc non aguerris, et sans armes, pour la plupart, parce que, enfin, c'est de toute évidence, nous n'étions pas mieux armés que les Français. Certainement pas mieux, non. Ça veut dire que quand vous avez des troupes qui viennent d'habitation, des esclaves qui viennent, vous ne pouvez pas prétendre que ce sont des soldats entraînés. Bien sûr que non. Donc avec une armée dont la majorité sont des gens qui ne sont pas entraînés, la majorité est mal armée ou pas armée du tout. Vous gagnez une guerre contre la plus grande armée du monde à l'époque. À l'époque, absolument. Donc, il eût fallu que Jean-Jacques Dessalines soit un excellent stratège. Ce qu'il était. Il ne faut pas oublier que Dessalines était quand même... Il avait été fait général par Napoléon lui-même, tout comme Toussaint. Voilà. Ça veut dire que le problème n'est pas l'armement. Je ne dis pas que l'armement ne représente pas un problème. Bien sûr. Mais c'est d'avoir de bons stratèges là où on en a besoin. Stratège et puis des gens qui ont des convictions. Aussi, il faut que les troupes soient persuadées et soient convaincues de se battre pour elles-mêmes. Voilà. Il faut que les policiers qui soient recrutés pour faire partie d'une chose comme ça se rendent compte que c'est leur cause, la cause de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs familles. Et de leur pays, bien sûr. Qu'ils défendent. Absolument. Si vous prenez des gens qui n'ont aucune identité et qui seulement attendent de pouvoir s'expatrier, vous n'allez pas avoir des gens convaincus et vouloir se battre pour le pays. C'est une Mais évidence. je suis sûr qu'au milieu de la police, il y a 13 000 membres actifs, il paraît-il. De ces 13 000 membres actifs, nous avons au moins 2 000 membres qui sont les gardes de corps du secteur privé. Les chauffeurs et gardes de corps du secteur privé. Donc le secteur privé, la société civile, participe au démantèlement de la police et à sa corruption. Donc il faut qu'on admette ça aussi et qu'on cesse de faire ça. Ouais. Les autres sont ou pris, parce que je vous donne un exemple simple, il y avait 5 agents qui étaient très connus à Pétionville, qui circulaient dans une Toyota Zorokin, qui bien musclés. On sentait que c'était des jeunes superbement préparés qui ne jouaient pas avec la sécurité à Pétionville. Dès qu'Ariel est monté, il les a pris pour sa garde personnelle. Donc ça veut dire que Pétionville a été démuni à cause du Premier ministre. C'est pas correct. Ouais. Je suis sûr qu'il n'était pas informé de tout ça, enfin je lui en fais le crédit. Mais il n'est pas correct de prendre les gens les mieux formés et qu'ils deviennent la garde prétorienne d'un individu. Ouais. Bien. Bon, Ashley, est-ce que le GTS, donc ce groupe de travail sur la sécurité auquel vous appartenez, est-ce que vous avez déjà fait un certain nombre de propositions au gouvernement et si oui, lesquelles? Le GTS, nous avons plusieurs chapitres dans le GTS. Tous les chapitres ont fait des propositions, ce qui les concerne. C'est-à-dire, le chapitre sécurité tactique, point de vue police et armée, ils ont fait des recommandations à la police, à l'armée et au gouvernement. D'accord. Des recommandations tactiques, donc je ne suis pas forcément imbu de ce qu'ils ont demandé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire dans la presse. Oui. Le groupe dans lequel je suis, le chapitre dans lequel je suis dans le GTS, ce sont les affaires sociales. C'est-à-dire que nous avons nous-mêmes essayé de comprendre qu'est-ce qui produisait ces gangs et quel était d'où venait ce phénomène. Ce que nous avons, à partir de plusieurs rencontres, y compris avec des gens ayant appartenu à des gangs, nous avons compris que le phénomène, on devait l'adresser en amont. Ça veut dire que le ministère des Sports a un travail extraordinaire à faire, puisque c'est la jeunesse et les sports, et à aucun moment nous n'avons entendu ce ministère parler du problème des gangs. Or, il est moins difficile de recadrer un jeune avec le sport qu'avec n'importe quelle autre chose. Oui. Il y a énormément d'athlètes à Cité-Soleil qui sont délaissés et qui ont,
avec leurs propres moyens ou aidés par le secteur privé plus ou moins, participer à des concours internationaux, gagner pour représenter valablement le pays, et qui sont ignorés par ce ministère-là. Monsieur Duval pourrait bien en parler. Et d'un autre côté, le ministère des Affaires sociales. De quoi mais inexistant. De quoi est-ce que le ministère des Affaires sociales a abandonné le local du ministère, Absolument. qui est pratiquement un local centenaire. Oui, un des beaux bâtiments de l'époque. Ils l'ont abandonné au profit de gens, enfin je ne sais pas, ils ont mis leur bureau dans une ONG à Pétionville. Ça ne fait pas de sens. Oui. Oui, bon, il y a beaucoup de gens qui disent que le travail en amont dont vous parliez, il faudrait commencer ça dès à maintenant parce que ça va prendre des années et des années, mais s'occuper d'offrir à cette jeunesse désœuvrée des bidonvilles, Cité Soleil, etc., un exutoire. Vous savez, le pire, c'est Une que... chance de faire quelque chose. Et tout est prévu par la Constitution de 1987. Puisqu'il est donné à l'armée le rôle du SCMO, service civique mixte obligatoire. Donc le rôle de recadrer la jeunesse à travers des formules de service civique mixte obligatoire, c'est le rôle de l'armée. Et c'est un rôle constitutionnel. Donc, ne serait-ce que pour cet aspect, on aurait dû appuyer les forces armées d'Haïti et leur permettre de le faire. Ça veut dire que c'est simplement les centres qui existaient avant, le centre de Carrefour et le centre de Delma, auraient dû être donnés à l'armée. Parce que c'est ce que la Constitution prévoit. Et si plus de jeunes intégraient l'armée, par exemple, et pouvaient recevoir une formation disciplinaire, je ne dis pas forcément militaire en termes de port d'armes, etc., une formation disciplinaire, ça aurait un petit peu reformaté le citoyen haïtien lui-même. Petite parenthèse, Ashley Lara, où en est l'armée d'Haïti aujourd'hui? Il y a toujours l'état-major et puis quelques soldats? Il y a, je crois que l'armée d'Haïti est... Quelques centaines forte, maintenant? Non, est forte de près de 2000 hommes. Ah bon, ok. Oui, déjà. Ils ont prévu d'autres recrutements, mais ils n'ont pas les moyens financiers de... Ça coûte cher, D'autant plus que, je ne sais pas si je t'apprends ça, mais le Congrès américain a adopté une convention disant qu'ils allaient donner de l'argent à Haïti, à d'autres pays aussi, mais à Haïti, il y a eu tout un programme qui a été voté par le Congrès américain, mais avec une obligation très stricte. C'est qu'aucune partie de cet argent ne soit utilisée pour les forces armées d'Haïti. Le Congrès américain a cru bon de l'inscrire dans sa résolution. Le 11 mars 2022. Pour quelle raison? Nous ne connaissons pas les raisons précises de ce conditionnement. Mais nous pensons que c'est une opportunité. Puisque, vous savez, en 1947, le président Dumas a estimé, et le Congrès américain lui a refusé un emprunt pour qu'il puisse solder la dette de l'indépendance, lui a dit heureux mécompte. Absolument. Phrase célèbre. Nous disons aujourd'hui heureux mécompte, puisque finalement, nous n'avons plus à remercier qui que ce soit. Et cette armée de laquelle nous sommes nés comme Haïti, c'est la mère de la patrie. L'armée existait avant Haïti. Donc, nous pouvons la refaire comme nous voudrions, comme elle devrait être faite. Une armée service. Nous avons, la société civile a la possibilité aujourd'hui de refaire l'armée comme elle devrait être faite. En 1915, cette armée a été polluée parce que la plupart de ses missions étaient... L'objectif de la plupart de ces missions était de desservir les intérêts d'un pays tiers. Oui, et des missions de police surtout. Oui, mais ce n'était pas des intérêts d'Haïti. Et c'était souvent au détriment de la population dont elle est issue. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité seule, à partir de l'épargne nationale, de créer une armée qui nous appartienne, sans avoir à remercier qui que ce soit. Mais une armée, ce n'est pas forcément un tank. Une armée, c'est plein d'agronomes, plein de vétérinaires qui s'occupent des 27 fermes agricoles de l'État.
Oui, mais qui sont toutes laissées à l'abandon. C'est à l'armée de les occuper. Eh ben, voilà. Ça a été confié à l'armée. C'est plein de médecins pour des secours dès qu'on en a besoin. C'est plein d'ingénieurs pour pouvoir régler les problèmes quand il y a tremblement de terre, etc. C'est plein de techniciens. Une armée, c'est pas forcément un bonhomme avec un fusil. Qui va organiser un coup d'État. Voilà, c'est pas l'objet de l'armée, le coup d'État. L'armée, c'est la discipline, la fierté, le sens du civisme. Et le patriotisme. Voilà, c'était M. Ashley Larac du groupe de travail sur la sécurité. Célébration de la Journée mondiale de la santé ce jeudi 7 avril autour du thème « Notre planète, notre santé ». Les différents intervenants ont mis l'accent sur la nécessité pour tous les citoyens de protéger leur environnement afin de pouvoir vivre en santé. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Ariel Henry, du ministre de la Santé Alex Larsen et de la veuve du docteur Paul Farmer, entre autres. Sheila Louis-Joseph nous en parle. À travers ce thème, Notre planète, notre santé, l'Organisation mondiale de la santé a voulu attirer l'attention de la communauté internationale sur les mesures à prendre d'urgence pour préserver la santé des êtres humains et de la planète. L'OMS entend aussi susciter un mouvement visant à bâtir des sociétés axées sur le bien-être dans ce contexte où le monde entier fait face actuellement aux effets du changement climatique. Ici, en Haïti, les autorités gouvernementales en sont conscientes. Et ce n'est pas le ministre de l'Environnement, James Cadet, qui dira le contraire. L'OMS le reconnaît. La crise sanitaire est une crise climatique. J'ajouterai qu'elle est aussi une crise des éléments de la biodiversité et de la pollution qui empêchent aux Haïtiens et Haïtiennes de manger à leur faim, de bénéficier pleinement des nombreux services des écosystèmes, eau, nourriture, etc., de bien respirer et de vivre dans un environnement sain. Le ministre de la Santé et de la Population corrobore. Selon le docteur Alex Larsen, les conséquences du réchauffement climatique sur le plan sanitaire sont incalculables. Épidémies, inondations, catastrophes naturelles et pollution, autant de facteurs qui ruinent l'économie nationale et augmentent la charge de morbidité globale ainsi que la mortalité générale. D'où la nécessité pour l'institution qu'il dirige d'agir à la fois en amont et en aval, poursuit le titulaire du MSPP. Progressivement, notre système de santé se modernise et s'adapte pour répondre aux préoccupations d'ordre environnemental. Pour illustration, la chaîne de froid du programme élargi de vaccination fonctionne uniquement avec de l'énergie solaire. En outre, des incinérateurs sont installés dans les différents départements sanitaires pour une gestion adéquate des déchets hospitaliers. Et dire que nous sommes en pleine pandémie de Covid-19 sur une planète de plus en plus polluée et que nous faisons face à l'augmentation des pathologies telles le cancer, l'asthme et les cardiopathies. Le Premier ministre estime que le moment est donc venu de réviser notre manière d'agir. Le neurochirurgien s'adresse ainsi à ses concitoyens. Longtemps, nous avons servi plus à cantine, à bouteille en verre. Avec ça, nous avons sale payant moins. Nous avons pollué moins. Je partage avec nous une formule ici là pour combattre Fatra. On produit moins, jeter moins et ramasser plus. Couper moins pieds bois, planter plus, rebâtir forêt nous. Pic Macaya, forêt des pins, Seguin.
La Journée mondiale de la santé était aussi l'occasion pour les organisateurs d'honorer la mémoire du père fondateur de Zami la Santé, Paul Farmer. La plaque qui a été décernée au défunt à titre posthume pour sa haute contribution au système sanitaire haïtien a été remise à sa veuve, Didi Bertrand Farmer. Tenue ce jeudi 7 avril de la première journée du symposium de la conférence des recteurs et présidents et dirigeants d'universités Corpua autour du thème « L'insécurité pour un diagnostic profond et scientifique ». Il s'agit, à travers cette activité, d'identifier des voies et moyens pour combattre le kidnapping qui sévit dans le pays, a souligné le président de la Corpua, Jean-Robert Charles. Il appelle les intellectuels et scientifiques haïtiens à mettre ensemble leurs ressources intellectuelles et technologiques contre ce phénomène. Depuis environ 4 années, la société haïtienne fait face à une recrudescence de la violence sociale et de l'insécurité sous toutes ses formes. C'est des formes diverses, notamment sous sa forme la plus criminelle, le kidnapping. Il serait donc inconcevable, illogique, voire irrationnel et irresponsable pour que l'université ne soit pas interpellée en sa qualité d'institution de veille, de vigie, de réflexion prospective, de recherche, d'analyse et de proposition. L'université, en tant que source de lumière et de savoir, ne saurait être passive et indifférente à ce phénomène qui s'attaque à la nation dans son ADN social, sociétal, économique, culturel et politique. L'université, en tant que dernier rempart, quand on aura tout essayé en vain, se doit de se réveiller, se mobiliser afin de projeter sur la société des rayons de lumière, d'espoir et d'espérance en organisant des débats, des colloques, des symposiums pour provoquer des réflexions prospectives, profondes et rationnelles en vue de donner les orientations à suivre pour sortir de ce carreau et d'apporter les remédiations nécessaires à ce mal qui nous ronge tous et qui détruit la nation et l'État. C'est dans ce contexte particulier que la Corpua organise ces 2 journées de réflexion en réunissant en un même lieu les universitaires, les scientifiques haïtiens autour d'un thème, l'insécurité pour un diagnostic profond et scientifique en vue de dégager des pistes de solutions pour résoudre ce problème. Les universitaires, les intellectuels et les scientifiques haïtiens doivent se sentir tous concernés et ensemble mutualiser leurs énergies, mutualiser toutes leurs ressources intellectuelles, techniques et technologiques pour apporter une réponse durable à ce phénomène. Enfin, nous espérons qu'au terme de ces 2 journées de réflexion sur la problématique de l'insécurité et sa forme la plus manifeste, le kidnapping, des voies et moyens seront identifiés afin de combattre ce mal qui paralyse
toutes les activités de notre société, particulièrement Port-au-Prince, cœur et poumon de la République d'Haïti. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.